il y a 2 œufs. Hop. Et on a 2 poussins, donc il faut âger les poussins. On se base sur l'apparition des plumes. Et donc ici, je ne vais pas les garder très longtemps parce qu'il fait quand même un peu froid. Mais ici, on voit un petit peu les... On voit les plumes qui apparaissent bien, avec des débuts de petits fourreaux... Des fourreaux jaunes. Donc du coup, c'est des poussins, ça c'est des poussins de 6 jours. On va s'en aller parce qu'il y a les parents qui arrivent. Aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver dans un des coins les plus sauvages de Corse pour vous parler de 2 espèces qui nous sont familières, les mésanges charbonnières et les mésanges bleues. On va voir en quoi elles sont le témoin du changement climatique, les impacts, les mécanismes d'évolution. Et puis on va aussi voir que le changement climatique, ce n'est pas que des canicules qui font mourir les oiseaux ou les faire griller dans des incendies. Il y a plein d'effets en cascade qui émergent, des interactions entre les espèces qui réagissent pas forcément de la même manière au changement climatique. Enfin bref, je suis dans un coin magnifique avec des espèces mignonnes et c'est plutôt rare pour le souligner. Encore une fois, je m'incruste dans une mission scientifique directement sur le terrain et je vous emmène à Zebardi. Céline Teplitsky, je suis chercheuse au CNRS et je travaille au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Je travaille sur l'adaptation au changement rapide de l'environnement et en particulier sur l'adaptation des oiseaux et des mésanges au changement climatique. Donc ici on se trouve à Pirio, pas très loin de Galeria, dans la vallée du Fango. Et c'est un des 3 sites qu'ils suivent pour ce projet Mésange. Et c'est vraiment ici le site historique parce que le suivi a commencé en 1976. Ça fait un petit moment quand même. Et c'est une magnifique forêt de chênes verts. Et je suis essoufflée alors que vraiment c'est plat. Et leurs arbres ici sont un peu chelous. Parce qu'il y a des espèces de plateaux qui poussent dans les troncs comme ça. Puis il y a des espèces de petites protubérances comme ça aussi. Bref, j'ai pas tout compris mais c'est assez spécial ici. Donc moi plus particulièrement je travaille sur la date de ponte des mésanges. C'est important dans ces réponses au changement climatique parce que les mésanges, pour que leurs poussins grandissent bien, en fait elles ont besoin de synchroniser le pic de demande en nourriture des poussins avec le pic d'abondance des chenilles. Et en fait le pic de demande des poussins ça arrive quand les poussins ont 10 jours. Ce qui veut dire qu'il faut avant ça que les femelles aient le temps de pondre, qu'elles aient le temps d'incuber et le temps que les poussins atteignent 10 jours. Donc il faut vraiment prévoir à l'avance pour se reproduire au bon moment et bien timer la date de ponte. Alors ils sont par 3. Alors c'est quoi ces petits trucs là? Alors ces petits trucs là c'est ce qu'on appelle des copros, enfin copromètres, mais c'est un peu un truc maison en fait. Et c'est pour ramasser un peu tout ce qui tombe des arbres, y compris les crottes de chenilles. Comme les mésanges nourrissent leurs poussins avec des chenilles, on veut savoir quand il y a le pic d'abondance des chenilles. On les relève à peu près tous les 3 jours et ça permet de voir comment l'abondance des chenilles varie au cours de la saison. Plus il y a de caca, plus il y a de chenilles. Exactement. Plus pour les mésanges. Voilà, plus il y a à manger et mieux c'est. C'est pas facile à voir, mais c'est vraiment les petits points noirs qu'on voit un petit peu partout, c'est des crottes de chenilles. C'est un trou à caca quoi. Exactement. Voilà, on a inventé les toilettes pour chenilles. Donc là, en fait, les oisillons de ce nichoir-là ont 13 jours. Donc c'est l'âge à laquelle on peut capturer les adultes. Donc là, c'est une opération, disons, délicate où il faut vraiment y aller sans faire de bruit, sans se faire voir de préférence. Donc je me cache sous une bâche. Il y a plein de techniques. Chacun a sa technique pour capturer. Donc ça va nous permettre de savoir c'est qui les parents de ce nichoir-là. S'ils ont déjà une bague, si on les a déjà capturés par le passé, ou sinon on va leur poser une bague. Puis on va prendre plusieurs données sur eux. Le comportement vraiment de soins parentaux est vraiment fort à cette époque-là, donc ils vont retourner rapidement pour nourrir les poussins. Avec les températures qui augmentent en réponse au changement climatique, on s'est rendu compte que les dates de ponte chez les mésanges étaient de plus en plus précoces. Mais ça, c'est pas que chez les mésanges en fait. Il y a beaucoup d'espèces, des oiseaux, mais aussi les mammifères, les amphibiens, et chez beaucoup de végétaux qui ont des phénologies de plus en plus précoces. En fait, quand on se dit, ah bah tiens, le printemps il est vraiment tôt cette année, c'est ça qu'on est en train d'observer, qu'il y a les fleurs sont là plus tôt, les oiseaux se reproduisent plus tôt, les arbres ont des feuilles plus tôt. Enfin, c'est tout cet ensemble
d'événements qui sont interconnectés en fait. Se reproduire de plus en plus tôt, c'est quelque chose qui est assez généralisé en réponse au changement climatique. Et en fait, là où les choses deviennent plus compliquées, c'est que toutes les espèces ne répondent pas au même rythme à ces changements de température. Et donc par exemple chez les mésanges, la question c'est si les chenilles sont de plus en plus précoces, est-ce que les mésanges elles vont réussir à continuer à se reproduire de plus en plus tôt pour arriver à suivre ce pic d'abondance de nourriture? Et ça c'est ce que vous étudiez? Et ça c'est ce qu'on est en train d'étudier en ce moment, de voir quelles sont les limites de ces changements de date de ponte. Parce qu'il peut y avoir plusieurs limites en fait. Ça peut être que quand on commence à expérimenter des températures qu'on n'a jamais expérimentées, est-ce qu'en fait la réponse elle continue à être graduelle et en fait peut-être que tout ira bien parce que ça continue à répondre comme ça a toujours répondu, c'est nouveau mais ça fait pas de différence. Ou est-ce qu'en fait les individus vont commencer à faire n'importe quoi parce que c'est le stress et la panique et on ne sait pas ce qui se passe. Ou en fait est-ce que tout simplement ils se reproduisent de plus en plus tôt mais qu'à un moment c'est juste plus possible et donc on va atteindre un plateau pour certaines espèces mais qui sera peut-être pas le même plateau que dans d'autres espèces. Et donc ça peut vraiment perturber les relations prédateur-proie ou même les relations de compétition. Donc ça c'est une des choses qu'on va essayer de savoir. Et les autres limites qu'on aimerait bien comprendre, c'est qu'on parle beaucoup du changement climatique, mais en fait, il n'y a pas que le changement climatique qui est un vrai challenge pour les espèces sauvages. Un des gros problèmes aussi, c'est la destruction des habitats, parce que même si le climat allait bien, il ne faut pas se leurrer que s'il n'y a plus de forêt, parce que tout est devenu des parkings, des centres commerciaux, etc., ça ne marchera pas non plus. Et donc la question là qui va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a tellement de stress simultané, qu'on a le changement climatique et qu'on a des dégradations d'habitat. Quand les poussins sont âgés de 15 jours, ils sont assez vieux pour qu'on puisse les baguer, puis on prend certaines mesures sur eux. Donc on leur pose une bague, comme ça après si on les recapture sur la station les années futures, on sait d'où ils proviennent, qui étaient leurs parents à l'origine. Puis on va aussi en profiter pour prendre la mesure de leur tarse, on va les peser pour savoir un peu... avoir une idée un peu de la condition, est-ce que les parents les ont bien nourris cette année-là, etc. On prend aussi une mesure de docilité en main. Ça nous donne une idée de leur comportement, puis qui est un reflet aussi de leur personnalité ou de leur différence de comportement individuel après dans leur vie. On prend aussi des mesures dans le nid, c'est-à-dire qu'on va récupérer le nid pour compter le nombre de parasites de poussins qui se retrouvent dans le nid. Il y a des larves hématophages qui vont se nourrir du sang des poussins. Donc ça ressemble à ça. Ah, oui. Et ces histoires, si on touche les poussins, les parents vont sentir notre odeur et jamais y revenir, c'est faux? Pour les mésanges, du moins, c'est faux. Il y a certaines espèces qui sont plus sensibles que d'autres au dérangement. Les mésanges n'en font pas partie, sont vraiment très tolérantes justement à la manipulation. C'est une des raisons qui explique pourquoi c'est les mésanges bleus qu'on étudie et pas des espèces plus sensibles. Donc on va le reposer. On attend un peu que les poussins se calment, qu'ils se tapissent au fond, puis on peut enlever le pochon et s'en aller, puis les parents vont revenir les nourrir dans peu de temps. Le petit rappel habituel pour vous dire qu'ils ne font pas les manipulations exprès pour la vidéo, que je sois là ou pas, il y a ces missions sur le terrain, c'est toujours moi qui m'incruste dans ces suivis scientifiques. Je vous rappelle également que ces manipulations sont faites par des professionnels dans le cadre de suivi, tout est contrôlé. Ne faites pas ça chez vous, je vous en supplie, si vous avez des nichoirs ou que vous trouvez des nichoirs dans Montpellier par exemple, ne le dérangez pas, vous observez de loin, toujours, c'est toujours la même règle pour la faune sauvage. On observe de loin, sinon je vais casser des culs, clairement. Il y a un temps pour rigoler et puis il y a un temps pour casser des culs. Oui, il n'y a que 2 temps dans la vie. Je vais pas me tourner par là, moi. D'accord, je pensais pas qu'il y avait des nichoirs par là, en fait, j'ai oublié. Comment se passe le stage? Ah, le stage, ça passe bien, oui. Pas trop chaud? Non, pas trop chaud, juste la bonne température. C'est pas trop dur? Ah, c'est dur par journée, mais on s'en sort. T'es toujours positif en fait. Non, je prétends l'être. En fait, quelque chose qui est important de voir avec le changement climatique, c'est que c'est pas juste ces effets de canicule, ces événements extrêmes qui... Voilà, il fait tellement chaud que tu meurs de chaud.
mais c'est aussi que ça va jouer sur les interactions entre espèces. Le projet Mésange, c'est un ensemble de chercheurs qui travaillent sur les mésanges en utilisant des suivis à long terme. Donc ils vont travailler sur des aspects très différents, comme par exemple les personnalités des mésanges, leurs couleurs, le microbiote, la date de ponte, la taille de ponte, l'adaptation au milieu urbain, etc. Il y a beaucoup de questions qu'on peut poser parce qu'on a accès à toutes ces données dans différents sites qui nous permettent donc de faire des comparaisons entre habitats, comme par exemple des forêts de chêne vert et de chêne blanc, voire des comparaisons entre milieu urbain et milieu forestier. Ces suivis à long terme, une des grandes forces, c'est d'être continu dans le temps. Et c'est ce qui va permettre de regarder en arrière en fait. Par exemple, par rapport au changement climatique, c'est de regarder comment les processus changent dans les populations au cours du temps grâce à ces données qui ont été collectées depuis longtemps. On peut mieux comprendre ce qui est en train de changer dans les différents systèmes. C'est un outil assez incroyable en fait pour étudier les réponses des espèces sauvages au changement climatique. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire nous à notre échelle ou à une échelle supérieure pour aider les mésanges? Moi je dirais oui pour aider les mésanges et puis pour aider le reste. Ouais. C'est de faire attention à qui on vote pour faire mettre les priorités là où on a envie qu'elles soient. C'est de signer des pétitions, surtout aussi d'aller, quand il y a des consultations pour des arrêtés préfectoraux, d'aller répondre avec des réponses bien argumentées. Ça c'est important aussi. Et un troisième point important, c'est de soutenir les associations environnementales. Donc soit en s'engageant directement ou si on n'y arrive pas, en étant au moins membre de ces associations, parce que ça c'est ce qui va leur donner du poids pour porter votre voix si c'est ça que vous avez envie si c'est ces messages-là que vous avez envie de faire passer. Est-ce que vous saviez tout ça sur les mésanges? Est-ce que vous connaissiez ce genre de suivi sur des espèces qui nous sont plutôt familières, qui sont communes? Alors c'était une vidéo un peu plus scientifique que d'habitude je pense, j'espère que ça vous a plu, que vous aimez toujours autant qu'on s'incruste sur le terrain avec des scientifiques. J'essaie vraiment de faire le pont entre le côté très scientifique et le grand public. J'espère que ça vous plaît, que vous apprenez des choses, que ça vous intéresse, que vous avez envie d'aller creuser un peu plus le sujet, j'ai bugué. J'ai très hâte d'avoir vos retours dans les commentaires et moi je vous dis à très vite.